Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Marjorie, qui est chirurgien digestif et chirurgien de l'obésité, thérapeute en Ayurveda, diplômée en soins ayurvédiques et diplômée comme professeur de yoga. Nous allons partir à la découverte du fonctionnement de notre deuxième cerveau, le système digestif, en mettant en parallèle médecine moderne et Ayurveda. Bonne écoute! Bonjour Marjorie. Bonjour Nad, bonjour Lorraine. Bonjour Marjorie. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast Ayurveda. Est-ce que tu peux nous dire, Marjorie, qui tu es, quel est ton parcours en tant que chirurgien digestif et également praticienne en Ayurveda? Donc moi je suis chirurgien digestif. Alors chirurgien digestif, c'est ceux qui opèrent tout l'intérieur, que ça soit l'appendicite, les problèmes de vésicule, les côlons, aussi tous les problèmes de parois, les hernies, les éventrations, tout le système digestif. Je fais aussi de la chirurgie de l'obésité, donc tout ce qui est anogastrique, sleeve, bypass. Et puis, j'étais pas entièrement satisfaite de la prise en charge qu'on peut offrir en médecine allopathique. Donc, je suis allée me former à l'Ayurveda en Inde d'abord, auprès de l'Institut Sri Sri Ayurveda. Et puis, je me suis formée là-bas aux soins ayurvédiques également. Et j'ai complété ma formation auprès d'Alex Duncan à la Source, donc en Lozère. Et puis, je suis aussi retournée en Inde, parce que j'adore l'Inde, pour me faire une formation de prof de yoga, pour l'utiliser aussi bien en Ayurveda qu'en allopathie. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Et après, je suis cavalière professionnelle et j'élève des pur sang arabe d'endurance. Et je suis mère de famille. Voilà. Un sacré planning. Super Marjorie. On est super contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour déjà avoir vraiment une personne du milieu médical qui connaît aussi bien l'Ayurveda que la médecine allopathique et qui peut faire des parallèles entre ces deux pratiques. Et aujourd'hui, on va se concentrer donc sur le système digestif, son fonctionnement. Est-ce que pour commencer, tu peux peut-être nous dire quels sont les organes qui constituent le système digestif? Alors, le système digestif, ça va vraiment de la bouche à l'anus. Donc, on va avoir tout d'abord les aliments qui vont passer dans la bouche, puis l'œsophage, puis l'estomac. Donc, tous ces organes-là, moi, je considère que c'est des organes qui sont avant tout kapha, pour se rallier à l'Ayurveda. Après, on passe dans le duodénum, qui est un organe à part entière, qui est suivi par l'intestin grêle. Première partie de l'intestin grêle qu'on appelle le jéjunum, puis l'iléon. Et donc, ils sont là des organes pitta. Cet iléon est raccordé au gros intestin juste au-dessus de l'appendice, donc au niveau du côlon droit du cæcum. Côlon droit qui se suit par le côlon transverse qui fait la jonction entre le côté droit et le côté gauche. On arrive dans le côlon gauche, puis dans la partie terminale du côlon gauche qui est aussi séparée, qui est un petit peu tortueux avec une forme de S, et donc qui s'appelle le côlon sigmoïde, qui lui est branché sur le rectum. Et après, on arrive sur le canal anal et l'anus. Et en plus de tous ces organes-là, on a à côté le foie, la rate et le pancréas. Voilà, donc là, on a tous les organes du système digestif.
Mmh. Alors, on va peut-être pas aujourd'hui rentrer dans le détail de chacun des organes Non. de la digestion parce que là, ça nous demanderait, Mm. peut-être pour chacun des organes un épisode complet. Oui, oui, oui. Mais donc on va pas rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, on comprend bien que donc de la bouche jusqu'à l'anus, lorsqu'on va avoir tous les organes qui fonctionnent de manière optimale, on va avoir un système digestif qui fonctionne bien. Et puis, Mm. si on a un ou plusieurs des organes qui dysfonctionnent, et bien forcément, ça va créer des difficultés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le rôle du système digestif dans son ensemble? C'est nourrir l'organisme, éliminer les déchets. Donc, le système digestif, il va transformer les aliments, s'occuper de leur dégradation en protéines, glucides, lipides, sels minéraux, oligo-éléments. Il va assurer le passage des nutriments dans la circulation sanguine de façon à être employés par l'ensemble de l'organisme. Et ces substances vont être la matière première pour la fabrication, la réparation et le contrôle des différents systèmes de l'organisme. C'est vraiment notre chaudière, notre chauffage central, ce qui alimente tout le corps. Et pourquoi on considère souvent que le système digestif, et on l'appelle d'ailleurs aussi comme ça, notre deuxième cerveau? Alors ça, c'est vraiment donc c'est quelque chose qui est qui est un sujet vraiment du moment, mais d'un autre côté, ce qu'on dit pas, avoir la peur au ventre et on peut avoir des symptômes digestifs qui vont se manifester en cas de stress avant un examen où on a des douleurs, on a l'envie d'aller aux toilettes. Ça montre bien la connexion de ce système digestif avec le cerveau. Déjà parce on a découvert qu'au niveau du système digestif, on avait entre 200 et 500 millions de neurones qui constituent un système nerveux qui est propre, qui est le système nerveux entérique. C'est le deuxième système nerveux de l'organisme, d'où le nom de deuxième cerveau. Et ce système, il est parfaitement autonome. Il va contrôler la digestion, la sécrétion, la vascularisation et les mouvements de l'intestin. On a aussi découvert que l'intestin joue un rôle dans la dépression parce que au niveau de l'intestin, on a des neurotransmetteurs qui sont des hormones qui sont produites essentiellement au niveau de l'intestin, comme la dopamine, qui elle est produite autant qu'au niveau du cerveau, qui est l'hormone du plaisir, de la satisfaction, et la sérotonine, qui est essentiellement sécrétée au niveau de l'intestin, qui est l'hormone de la sérénité. Donc, ces neurotransmetteurs ou ces hormones vont jouer un rôle important dans la régulation de l'humeur, des comportements alimentaires et même du sommeil. Au niveau de l'estomac, par exemple, on a l'hormone de la faim qui est sécrétée, la gréline, et cette sécrétion de gréline est notamment très utilisée dans la chirurgie de l'obésité. Donc, le ventre et le cerveau sont indissociables et ils sont également en communication constante grâce au nerf vague, qui est un nerf, la 10e paire des nerfs crâniens, qui part du système nerveux cérébral et qui va se diriger vers l'estomac et va réguler l'acidité de l'estomac, le fonctionnement du foie. Autre chose qui est propre à l'intestin, c'est qu'on a une flore intestinale qu'on appelle le microbiote. Et ce microbiote est constitué de plus de 100 milliards de bactéries et de levures qui sont indispensables au maintien à la bonne santé de celui-ci. Ce microbiote, il va aider à la digestion, à la bonne absorption des nutriments dans l'organisme. Il va apporter de l'énergie, il va lutter contre les virus, contre les mauvaises bactéries, il va aider au maintien de notre immunité. Aussi, le système digestif, c'est la clé de l'immunité parce qu'on a une production directe de globules blancs via la rate pour protéger l'organisme et sécréter des anticorps. Donc, le système digestif participe à plus de 80% dans le fonctionnement de notre immunité. C'est aussi le système digestif, c'est une barrière protectrice parce que c'est lui qui va éviter à des pesticides ou à des mauvaises bactéries qui pourraient être ingérées par l'alimentation de ne pas passer dans la circulation sanguine et de les diriger vers la sortie, donc vers l'excrétion dans les selles. Ce qui peut parfois être déséquilibré quand on a des troubles de la perméabilité de la paroi intestinale. C'est pour ça qu'il faut absolument essayer de garder notre microbiote de façon
équilibré. C'est aussi, alors ça c'est vraiment des études beaucoup plus récentes, ce microbiote apporterait une véritable carte d'identité qui est même beaucoup plus précise que l'ADN elle serait propre, il y a des études qui sont en cours, mais elle serait propre à chaque individu, alors qu'on sait que l'ADN a des gènes communs, par exemple au sein d'une même famille, on a des allèles d'ADN communes, tandis que le microbiote serait vraiment propre à chaque individu. Donc le reflet d'une bonne santé, c'est le reflet d'un bon fonctionnement du système digestif. Si on a des troubles du système digestif, on va avoir une altération de l'état général du patient et ça peut entraîner des conséquences graves pour l'organisme. D'où l'importance de l'hygiène de vie. Ouais, tout à fait. Et d'où le lien aussi que tu as dû trouver et mis en place avec l'Ayurveda aussi qui permet d'accompagner les patients que tu as au travers de l'hygiène de vie. Avant, peut-être qu'on vienne un petit peu aux conseils pour prendre bien soin de son système digestif. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est avoir une bonne digestion? Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui pensent très bien digérer, alors qu'en fait, ils ont certains troubles dont ils ne sont pas conscients. C'est quoi une bonne digestion? Alors, une bonne digestion, pour moi, c'est une digestion qui est facile, qui est indolore, qui est confortable, en fait, qui est simple. Après avoir mangé, quand on digère, on ne doit pas avoir de signes particuliers. Ça, c'est une bonne digestion. On doit aller à la selle 1 à 2 fois par jour avec ces fameuses selles en forme de banane mûre qui coulent pas au fond de la cuvette, qui serait un signe d'amas. Une bonne digestion, c'est une digestion qui est aussi en harmonie avec la constitution. Donc, pour revenir à l'Ayurveda avec la Prakriti, c'est une digestion sans ballonnement, sans reflux, sans gaz nauséabond. Voilà, ça, c'est une bonne digestion. C'est une digestion qui est simple et qui n'entraîne pas de somnolence après le repas. Ça, c'est pas un signe de bonne digestion. Ouais, c'est pas toujours évident, tu sais, les personnes, ont pas toujours conscience, là, de tous ces signes-là, de comprendre que la digestion, aussi le transit, en fait, l'élimination fait partie de la digestion. Donc ce qu'on va pouvoir remarquer dans nos selles, tu parlais de la banane mûre, là, l'évacuation d'une banane mûre qui est le signe d'une bonne santé, bah, les gens savent pas toujours qu'ils ont besoin d'observer ça. Donc je trouve que l'Ayurveda, ça permet vraiment d'apporter cette éducation à la bonne santé, c'est vraiment une partie importante. Oui, alors en fait, les Français, ils ont un problème avec, mais ça date du roi Soleil, hein, donc avec les sels et aussi bien leur demander si ça va bien, c'est savoir s'ils sont allés aux toilettes, mais d'un autre côté, ils regardent pas leur sel parce que ça a un petit côté tabou. Et ils n'ont pas conscience qu'une selle qui coule au fond de la cuvette, eh ben, c'est pas une selle normale. Les selles, ça doit flotter. C'est hyper important, je pense que ce que tu nous dis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça à observer? Tu parlais d'avoir un petit coup de barre après manger, ça c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau des différentes étapes de la digestion? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un coup de barre après manger et qu'on a besoin d'aller faire une sieste? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les étapes de la digestion? Alors, les étapes de la digestion, la première étape est celle que malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde oublie. La première étape, c'est dans la bouche. Et dans la bouche, on a quoi? On a des dents et on a une langue qui vont entamer le processus de dégradation de la nourriture à l'aide de la salive sécrétée par les glandes salivaires. Et il n'y a que cette bouche qui mâche les aliments. D'où l'importance de prendre soin de son hygiène dentaire. Alors, par exemple, pour donner une petite anecdote, les patients qu'on opère de chirurgie de l'obésité, aller les adresser au dentiste, c'est une étape importante. Alors, quelquefois, les gens ne le comprennent pas, mais si on n'a pas de bonnes dents, si on n'entretient pas ses dents, on ne peut pas mâcher correctement. Et si on ne mâche pas correctement, on va demander à son organisme un effort qu'il ne doit pas faire. L'estomac, il ne peut pas mâcher, il n'est pas là pour ça. Donc ça, c'est la première étape, dans la bouche. Cette nourriture mastiquée, combinée à la salive, elle va descendre grâce à l'œsophage dans l'estomac.
Là, cette nourriture va être mélangée à de l'acide chlorhydrique et va se poursuivre le processus de la dégradation. Quand c'est bien digéré, ce liquide résultant de l'alimentation dégradée va passer dans le duodénum puis l'intestin grêle. Et petit à petit, on va avoir les nutriments qui vont être réabsorbés pour passer dans la circulation générale. Et il ne va rester dans le côlon que les résidus inutilisables qui vont transiter le long du côlon, où ils vont s'assécher par la réabsorption d'eau, se compacter, être stockés dans le rectum avant leur excrétion. Et quand on aura l'arc réflexe de la défécation qui va être adressé au cerveau, on va se diriger aux toilettes, les selles vont être expulsées dans le canal anal et l'anus. Voilà, et là on va avoir des déchets qui sont solides mais pas durs. Et ça, c'est une digestion correcte. Merci Marjorie pour toutes ces étapes parce que c'est vraiment important de comprendre comment fonctionnent les différentes étapes pour voir peut-être aussi où est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Et donc tout ça, ça nous amène à comment est-ce qu'on va prendre soin de son système digestif. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quels sont un peu les phénomènes digestifs, un peu les troubles digestifs les plus fréquents, ceux que tu remarques le plus? Alors, le trouble digestif le plus fréquent qu'on voit tant en allopathie qu'en ayurveda, c'est ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux ou le syndrome de l'intestin irritable ou la colopathie fonctionnelle. C'est justement tout ce qui est inconfortable dans la digestion. Donc, c'est quoi? C'est les patients qui vont venir se plaindre de spasmes, de ballonnements, de ventre gonflé ou de ce qu'on appelle le météorisme abdominal, de gaz, de bruit dans l'intestin, d'alternance de constipation, de diarrhée, de rot. Donc, je pense que en France, au moins, c'est vraiment la pathologie la plus fréquente au niveau digestif. C'est une pathologie qui est bénigne, mais qui empoisonne vraiment la vie des gens et qu'on voit en Ayurveda fréquemment et en allopathie. Donc, il y a malheureusement aucun traitement allopathique qui est réellement efficace pour ça. On a juste des traitements symptomatiques et qui vont apporter un soulagement, mais généralement pas un soulagement qui convient aux patients. Et comme ils vont être en recherche de solutions continuelles, ils vont enchaîner les examens, on va faire des coloscopies, on va faire des scanners, on va faire des échographies, on va passer d'un spécialiste à un spécialiste pour essayer de trouver une solution. Et alors qu'en allopathie, il n'y en a pas. Le seul traitement qu'on peut trouver pour ces troubles fonctionnels intestinaux, c'est en Ayurveda. C'est des troubles qui sont le plus souvent Vata. Et en prenant soin de l'individu dans son ensemble, en lui expliquant comment apporter de la régularité dans sa vie, comment apporter une hygiène de vie, comment adapter son alimentation, comment diminuer le stress, éventuellement lui donner des petites consignes de méditation, de yoga, d'automassage, en introduisant les épices, on arrive à améliorer toute cette symptomatologie de colopathie fonctionnelle, ce qu'on n'arrive pas du tout à faire en allopathie. Donc ça, c'est vraiment un des motifs de consultation les plus fréquents. Un autre motif de consultation fréquent, ce sont les brûlures gastriques. Ça, on a quand même aussi bien en allopathie qu'en Ayurveda des gens qui consultent pour des problèmes de reflux. Alors en allopathie, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une fibroscopie pour voir si ces reflux de liquide de l'estomac n'entraînent pas de lésions au niveau de l'œsophage. Là, c'est un petit peu embêtant parce que ça pourrait entraîner des cancers de l'œsophage. On va faire des biopsies à la recherche d'une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori et on pourra mettre un traitement en place qui s'avère efficace. Et puis quand on n'a pas tout ça, généralement, on propose un médicament qui s'appelle l'oméprazole, le pantoprazole, qui sont des inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont efficaces, mais qui ne font que
que gérer un symptôme en diminuant l'acidité de l'estomac, mais ne traite absolument pas la cause du problème. Cause du problème qu'on peut gérer en Ayurveda, parce qu'en Ayurveda, les brûlures gastriques, c'est plutôt un trouble pitta. Donc, on va pouvoir le gérer en gérant le stress, en modifiant l'alimentation, en diminuant les saveurs épicées, en diminuant les saveurs piquantes, en diminuant les saveurs acides. On va pouvoir proposer des cures avec du gel d'aloe vera et du curcuma. On va pouvoir proposer des cures de dattes. Et surtout, on va pouvoir gérer le mental des patients. Donc, globalement, encore une fois, moi, je pense que pour les brûlures gastriques, l'allopathie et l'Ayurveda sont très complémentaires. Qu'est-ce qu'on... Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste souligner ce que tu viens de dire en conclusion, c'est qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Toi, tu recommandes vraiment quand même d'avoir un suivi médical, de s'assurer que les troubles qui sont vécus ne cachent pas quelque chose de plus sérieux ou à la longue n'ont pas développé quelque chose de plus sérieux. Et après, de voir côté Ayurveda ce qu'on peut mettre en place en termes d'alimentation, d'hygiène de vie, de plantes également. Alors, moi, je suis persuadée que on est au 21e siècle et je suis persuadée qu'on ne peut pas être intégriste et qu'on ne peut pas dire ah là là, moi je suis que pour l'allopathie, les médecines douces parallèles, blablabli, je veux en entendre parler, ou des discours comme on entend actuellement en disant on croit plus en l'allopathie, il y a que l'Ayurveda et rien d'autre. Non. Maintenant, il faut qu'on mixte les connaissances et qu'on essaie de prendre soin du mieux possible de nos patients et des gens qu'on voit en consultation. Donc, il faut pas se dire ah ben tiens juste ah là là c'est un trouble pitta. Ça peut être aussi la vésicule qui pose des soucis. Et voilà, je suis chirurgien, la vésicule ça s'opère. Il faut donc partir avec des examens allopathiques qui sont normaux. Ok, on peut mettre en place un traitement ayurvédique et là on aura des bons résultats. Mais il faut vraiment travailler ensemble. Ouais, ça va vraiment ensemble. Ok. Est-ce que dans les troubles digestifs fréquents, il y avait autre chose dont tu voulais nous parler? Bah, je voulais juste dire, bon, qu'est-ce qu'on a aussi comme... Oui, je voulais juste dire de faire un petit peu attention à cette mode du moment sur les intolérances alimentaires en disant ah là là, je suis allergique au gluten, ah, je suis allergique au lactose. Il faut vraiment être prudent avec ça parce que souvent on associe cette intolérance alimentaire aux troubles, aux troubles fonctionnels intestinaux dont j'ai parlé au début. Et l'intolérance au gluten, c'est une vraie maladie qui s'appelle la maladie cœliaque et qui se diagnostique. C'est une atrophie des villosités intestinales. Et là, effectivement, manger du gluten, c'est très grave. Mais elle est rare, cette maladie. Et il y a beaucoup de gens qui se privent de gluten juste parce qu'ils ont des troubles fonctionnels intestinaux. C'est pareil, l'allergie au lactose, il faut quand même mettre du bémol et les produits laitiers. C'est important dans notre alimentation. Et après, bien sûr, dans les autres pathologies qui peuvent être dues à l'alimentation et une mauvaise digestion, on a quand même toute la pathologie cancéreuse, mais ça, c'est un traitement qui, à mon sens, est purement chirurgical. Voilà. Donc au final, aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas la maladie cœliaque, mais qui ont juste des problèmes pour digérer les produits laitiers ou digérer le gluten, qu'est-ce que tu leur conseilles? Je leur conseille peut-être de prendre l'avis d'un thérapeute et de voir si c'est pas tout simplement une colopathie fonctionnelle et d'adapter leur alimentation. Il faut bien sûr, si on ne supporte pas un aliment, il n'y a aucune raison de se forcer à le manger, mais avec quelques petits moyens, on peut arriver à avoir une alimentation qui restera variée sans trop se priver et pas se ruer. C'est aussi un effet de l'industrie agroalimentaire, hein. Ça a été une grosse brèche. On sort plein de produits sans gluten qu'on vend bien plus cher. Et puis comme ça, on crée... je pense que vous aussi, vous devez voir souvent des patients qui vous disent « Moi, je suis intolérante au gluten ». C'est pas si simple que ça. Donc, juste essayer de prendre du recul et de pas s'auto-diagnostiquer
s'auto-diagnostiquer des maladies qui n'existent pas. Ouais. Est-ce que selon toi, il y a des grands principes ou des attitudes à adopter au quotidien vraiment pour prendre soin de son système digestif en général et donc prendre soin de sa santé aussi? Est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qui sont applicables, quel que soit son état de santé? Des grands principes, des grandes attitudes? Alors, comme après, on parlera de l'alimentation, c'est un petit peu redondant, donc, mais d'un autre côté, les messages forts, c'est bien de les répéter plusieurs fois parce qu'en fait, ces grands principes, même si tout le monde a l'impression que c'est ce que je vais dire, c'est hyper simple, finalement, personne ne les respecte. Alors, prendre soin de son agni, de son feu digestif, essayer d'avoir un agni équilibré. Alors, de nos jours, je sais que c'est très compliqué, mais on peut déjà commencer par écouter sa faim et écouter sa satiété. Moi, je vois en consultation, tant en allopathie ou en chirurgie de l'obésité ou en Ayurveda, des gens qui mangent sans vraiment avoir faim. On mange parce que c'est l'heure de se mettre à table, parce que c'est l'heure de passer au self. Et donc, machinalement, on va remplir son plateau, on va remplir son assiette. Mais c'est pas nécessaire, en fait. Si on n'a pas faim, c'est pas grave si on mange pas. Prendre soin de son système digestif, comme on a dit que l'intestin était beaucoup associé à nos émotions, on va essayer de pas manger quand on est stressé, de pas manger quand on est en colère, parce que la solution à ça, elle est jamais dans le frigo. On pense à boire et on essaie de boire au moins 2 litres par jour et plus éventuellement en cas de forte chaleur. Et moi, je vois énormément de patients qui souffrent de constipation et quand on leur demande ce qu'ils boivent, ils disent assez. Mais c'est quoi assez? Oh ben à peu près un verre au repas. Ah ben non. Ou ah ben 1 litre par jour. Non. Non, 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 c'est pas. Si vous avez une fleur et que vous l'arrosez pas, elle pousse pas. Hein. Elle fleurit pas et elle devient toute ratatinée comme les fleurs qui sont chez moi parce que j'ai pas du tout la main verte. Donc il faut boire et éventuellement, ben, si on a. Alors la réponse des patients, c'est me dire oh, bon, j'ai pas soif. Pas grave, un tout petit truc, vous mettez sur votre chemin dans votre maison des petits verres d'eau et quand vous passez devant le verre d'eau, vous buvez. Et à la fin de la journée, au moins, vous allez augmenter vos apports hydriques parce que sans eau, eh ben, l'intestin, on lui demande beaucoup de travail et il a besoin d'être aidé. On mange assis. Ça, c'est important de manger assis. Et il y a un proverbe ayurvédique qui dit que ceux qui mangent debout, c'est la mort qui regarde par-dessus leur épaule. Pourquoi? Parce que quand on mange debout, on mange plus vite, on n'a pas conscience de ce qu'on mange et on mange beaucoup plus. Et ça a été prouvé qu'on peut manger jusqu'à plus de 50% de la quantité qu'on mangerait si on était assis. Donc, si on était si on était assis. Donc, on évite de manger assis. Je m'en mêle. On évite de manger debout. Dans cette société où tout va vite, on essaie de prendre le temps pour manger. On fait attention à la quantité. L'estomac, il a la taille de vos 2 mains réunies. Donc, inutile de manger plus. Il suffit juste de regarder la taille des assiettes de nos grands-parents. Ou si on visite des châteaux où les assiettes, elles étaient beaucoup plus petites. L'assiette du plat principal, c'était l'équivalent de notre assiette à dessert. Et maintenant, on a des assiettes qui augmentent de plus en plus de taille. Ça, c'est un fait de consommation. Et donc, on a tendance à remplir nos assiettes et à manger beaucoup trop. Et comme l'estomac, il a la capacité de se distendre, et ben, plus on mange, plus il se distend, plus on a envie de manger. Et c'est un cercle vicieux. On essaie aussi de manger maison et de ne pas acheter des plats tout faits. Une alimentation qui est faite avec amour, eh bien, elle est bien meilleure que le McDo ou la pizza surgelée. Donc ça, c'est vraiment des choses simples qui permettent facilement de prendre soin de son système digestif et de son corps. Très bien, merci Marjorie pour tous ces conseils à appliquer dans son quotidien. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous te retrouverons sur un prochain épisode plus en lien avec l'alimentation, plus précisément. Pour finir cet épisode, on avait quelques petites questions rituelles pour toi.
Mhm. La première question, c'est quel est ton rituel préféré? Moi, j'en ai deux dont je ne peux pas me passer le matin, me gratter la langue et boire mon grand mug d'eau chaude après m'être gratté la langue. Voilà, dans les rituels. Après, je fais mon yoga, mes pranayama, mais c'est vraiment les deux choses dont je ne peux pas me passer, c'est ça. C'est me gratter la langue et l'eau chaude. Indispensable pour prendre soin de son système digestif en plus. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets, Marjorie, dans les semaines, les mois à venir? Ouf, j'ai plein de choses qui me trottent en tête, mais qui sont pas, qui sont en préparation. J'aimerais bien, mais alors ça, j'ai pas encore trouvé. Je fais un petit appel. J'ai pas encore trouvé j'aimerais bien faire une émission de radio qui mêlerait Ayurveda et allopathie sous forme de questions-réponses avec les auditeurs. Donc, j'envoie à chaque fois mon projet et pour l'instant, j'attends les réponses, on verra bien. Mais c'est une idée qui me trotte depuis longtemps. Et puis après, on a des projets de conférences aussi avec une amie qui sont en cours de préparation, mais c'est encore vraiment rien n'est fait pour l'instant. Voilà. Très bien pour l'appel à projet. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors, qui est-ce que j'aimerais remercier? Moi, je remercie chaque jour Sri Sri Ravi Shankar, qui est à l'origine de l'association L'Art de Vivre, hein, qui est un gourou indien que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et qui a réellement transformé ma vie. Et voilà, qui est un homme de paix, qui a une université d'Ayurveda en Inde, 180 ashrams dans le monde, qui a des missions dans toutes les prisons du monde, qui aide à la scolarisation des enfants en Inde, à l'amélioration du statut des femmes, qui a des actions sur l'écologie. Et cet homme voilà, c'est vraiment lui qui a révolutionné ma vie, qui a entraîné ce changement professionnel et chaque jour je le remercie d'exister et d'avoir la chance d'être encore parmi nous, d'avoir un gourou vivant, c'est une chance, voilà, c'est une chance folle. Ok, Marjorie. Bah, écoute, merci énormément pour avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Et puis, on va te retrouver très bientôt dans un autre épisode, puisqu'on va parler ensemble aussi de l'alimentation santé. Donc, on te dit à tout bientôt, Marjorie, et prends bien soin de toi. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!